Sur le rôle de la France pendant et après l'indépendance du Cameroun, que dit le rapport d'une commission de 14 chercheurs français et camerounais, impulsé par le président Macron? Il a été remis à son homologue camerounais, Paul Biya, cette semaine. Justement, on en parle avec Karine Ramondi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne et coprésidente du volet recherche de la commission mixte franco-camerounaise qui a rédigé ce rapport. Et depuis le Cameroun, nous sommes en ligne avec l'historienne Nadège Ngonland, autrice de ce rapport. Bonsoir à vous. Karine Ramondi, pourquoi la guerre du Cameroun et le rôle de la France restent méconnus quand on compare par exemple à la guerre d'Algérie? Alors je crois qu'il faut déjà se replacer dans le contexte de quel pays parle-t-on, puisque en France, oui, cette guerre est largement méconnue, mais au Cameroun, elle est très connue. Donc il y a une véritable asymétrie des mémoires sur ce conflit. Si on se place du point de vue français, elle est largement méconnue parce qu'elle a été beaucoup occultée par la guerre d'Algérie, qui a mobilisé, comme on le sait, beaucoup d'appelés du contingent et qui a rendu donc possible une visibilité de ce conflit importé quelque part aussi en France métropolitaine. Et pour le Cameroun, je dirais que même s'il y a eu des couvertures presse à l'époque, tout ça est passé complètement sous les radars parce que tout simplement il y avait une faible présence militaire au Cameroun et aussi parce que le nombre de colons y était beaucoup moins important. Alors Nadège Ngonland, Karine Ramondi le disait, hein, contrairement à la France, au Cameroun, j'imagine que cette guerre est loin d'être méconnue. Quelle est, vous, votre explication par rapport au fait qu'on n'en parle pas beaucoup en France de cette guerre? Alors, de ce que j'ai pu lire, entendre, il y a déjà pendant que se déroule cette guerre, il faut reconnaître et se souvenir que se déroulent également des événements en Algérie qui invisibilisent cette guerre. Donc les Français, le gouvernement français est très préoccupé par cette guerre d'Algérie. Et puis il y a aussi la volonté au Cameroun des autorités militaires de taire tout ce qui se passe. La presse, par exemple, n'a pas forcément accès pour relayer ce qui s'y passe. Et lorsqu'elle accède cette presse-là, elle est carrément aux ordres des autorités militaires coloniales. Karine Ramondi, il y a eu déjà des livres de chercheurs, hein, sur cette période qui avaient déjà montré que cette guerre avait fait des dizaines de milliers de morts. Qu'avez-vous découvert de nouveau sur cette période 1945-71? Alors, dans ce qui est des nouveautés, tout simplement aussi, on a eu accès quand même à plus de 2300 archives déclassifiées qui deviennent librement communicables avec ce rapport. Donc, on a obtenu une masse d'informations assez conséquente. On a eu accès aussi aux archives militaires, à la justice militaire, qui nous a permis notamment de documenter toute la séquence de répression qui s'installe en septembre 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, et qu'on peut inscrire dans une séquence répressive plus large, dont on a récemment parlé avec le massacre de Tiaroy, par exemple, où les Camerounais qui réclament des droits, qui réclament des augmentations de salaire sont réprimés par des colons. On a extrêmement bien documenté la question des responsabilités, d'une justice qui est inégalitaire entre le pouvoir colonial et puis les dits indigènes de l'époque, puis aussi le rôle de l'armée, et particulièrement d'une escadrille appelée Béthune, qui s'est impliquée dans cette répression. On pourrait faire une liste très importante des apports du rapport, mais il y a aussi évidemment tout ce qui est lié à différents massacres qu'on a voulu bien documenter, comme celui d'Équité notamment en 1956. Tous les apports qu'on a pu avoir aussi sur la question de la diplomatie. La répression diplomatique, tout ce qui est mis en place par la France, par les autorités britanniques pour empêcher les circulations des UPCistes, les rapprochements diplomatiques qui sont faits aussi à l'ONU pour les empêcher de venir plaider, alors que le Cameroun n'a jamais été n'a jamais été une colonie, mais a été un mandat qui devait accéder véritablement à une émancipation politique et une autonomie et une indépendance. Elle a été traitée comme une colonie. Et justement, ce dévoiement du mandat, il est extrêmement bien documenté du point de vue de toute l'analyse des pétitions, des auditions. C'est pas le seul apport. Il y a aussi tout ce qu'on a pu trouver après 1960, où on montre bien que la répression continue. Les Français sont évidemment, enfin les autorités, certaines autorités françaises coloniales, enfin
plus coloniales, mais qui sont des autorités françaises, sont au service de la répression de l'opposition pour le service du gouvernement Edjo, qui a été mis en place par le gouvernement français. Et nous avons documenté plein d'autres aspects, mais il faudra nous réinviter. Alors, oui, malheureusement, on n'a pas le temps, on n'a que 10 minutes avec nous. Justement, concernant la répression, Nadège Ngo-Nlend, que retenez-vous des méthodes utilisées lors de la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition ? Alors, il y a diverses méthodes qui sont utilisées, notamment une administration qui est mise au service de cette répression au niveau administratif et politique. Mais j'aimerais surtout ici parler de cette forme psychologique de la répression où les combattants et combattantes sont désignés comme ennemis, racialisés, identifiés comme tels à partir d'une terminologie péjorative et extrêmement négative qui a pour effet de délégitimer leur combat aux yeux de leur soutien au sein de la population. Il y a également une stratégie française des autorités françaises qui consiste à s'appuyer sur des discours sécuritaires au relents anticommunistes, notamment pour discréditer auprès du gouvernement britannique les leaders UPCistes qui s'y sont réfugiés après les événements violents de mai 1955, et le but étant d'obtenir notamment leur expulsion. Et cet objectif est notamment atteint dès 1957. Alors on pourrait effectivement développer énormément. Il faut savoir qu'une bonne partie du rapport campe vraiment sur ces formes de répression qui sont politiques, qui sont judiciaires. On a énormément traité de l'inégalité de la justice, des procès qui sont organisés, des arrestations arbitraires, des enlèvements, évidemment des assassinats. On a parlé des massacres, des villages qui sont incendiés. Et tout cela s'inscrivant dans une méthode plus large de la doctrine de la guerre révolutionnaire qui est appliquée par le haut-commissaire Roland Pré dès son arrivée au Cameroun. Et quel a été le rôle, Nadège Ngo-Nlend, de la France dans la mort des leaders indépendantistes Ruben Oumniobé et Félix Moumié ? Alors, pour ce qui est de Ruben Oumniobé, sa mort est la conséquence d'une traque qui est organisée par les autorités françaises, une traque et une arrestation et puis un assassinat par les soldats des troupes coloniales. Et avec Félix Roland Moumié, il est plus difficile d'identifier les ordres, mais on a quand même pu retracer une chaîne de commandement qui permet aujourd'hui d'établir que les services secrets français sont impliqués dans l'assassinat de Félix Roland Moumié, qui a été empoisonné. Cela a été possible notamment par l'exploitation des archives de William Bitchell, auxquelles nous avons eu accès, qui n'avaient jamais été exploitées jusque-là. Donc on a pu notamment documenter l'itinéraire de ce personnage, on a pu comprendre son rôle important en tant qu'espion, au service espion, un homme de l'ombre au service de nombreux gouvernements et donc du gouvernement français. Donc il est possible d'établir, même si on n'a pas des éléments précis qui désignent des ordres qui sont donnés, mais on comprend très bien que derrière il y a une main, il y a la main des autorités françaises qui aboutissent à l'assassinat de Félix Roland Moumié. Karine Ramondier, est-ce qu'on se sent totalement libre quand on écrit un rapport qui est finalement une commande du pouvoir politique, en l'occurrence le président Macron ? Totalement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose ça comme base pour l'acceptation de la mission et qu'on n'accepte aucune ingérence dans l'écriture ou dans la désignation des membres de la commission, on va vers une indépendance d'écriture. Et puis quand on accepte qu'aucune ligne ne soit changée ou de toute façon, ça n'a même pas été un sujet. Donc en fait, bien sûr que les historiens se questionnent quand ils doivent. Et d'ailleurs, on a de longues pages en introduction de notre rapport qui est en libre accès, je le répète, sur le site Vie publique. On s'est beaucoup interrogés tous parce qu'on a une réputation scientifique, mais on avait tellement à cœur de travailler sur ces sujets qui sont si peu financés par la recherche classique que en fait ces commissions ont peut-être des défauts, mais en tous les cas elles ont une qualité, c'est qu'elles sont des véritables accélérateurs de l'histoire et que c'est des opportunités. Travailler à 14 chercheurs
pendant 20 mois en étant financé, je peux vous dire que c'est extrêmement rare et en fait le résultat est à la hauteur de l'investissement de chacun des membres de cette commission. Et est-ce que ce n'est pas troublant de remettre ce rapport à Paul Biya, qui est l'héritier direct du régime d'Amadou Ahidjo? Il a été, je le rappelle, pendant 7 ans le Premier ministre de ce régime, qui selon votre rapport est, je cite, autocratique et autoritaire. Troublant, moi ça m'a pas troublé dans la mesure où justement nous sommes allés dans cette réciprocité de l'exercice qui vise justement à ne plus rentrer dans une dissymétrie de relations diplomatiques. Exercice A, exercice B, remise du rapport dans les deux cas. Ça me trouble. Je n'ai pas été troublée, je pense que mes collègues non plus, dans la mesure où il s'agissait d'un exercice politique, une séquence politique qui avait un début, une fin, avec des suites que nous attendons, suite à des recommandations. Et j'avoue que quand on dit ce qu'on a envie de dire, je ne vois pas en quoi on peut être troublé. Karine Ramondi, merci. Merci aussi à Nadège Ngonland, en direct du Cameroun, toutes deux historiennes et autrices de ce rapport. Merci à vous de nous avoir accueillis. Merci à vous.